Donc, je sais qu'il se trouve dans cette salle des universitaires pour lesquels les sceaux ne sont d'aucun intérêt scientifique. Alors, j'essaie de les convaincre une fois par an. Mais alors, de fait, quand on ouvre des liasses, on trouve souvent ce genre de sceaux. Et puis, en les manipulant, on continue à les détruire. Donc, c'est une course sans fin. Sachez qu'il y a une société française de sigillographie et d'héraldique qui existe, qui publie un excellent bulletin. Je vous conseille, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets d'héraldique, de sigillographie, il y a Michel Pastoureau naturellement, mais dans les manuels récents, Laurent Ablot a publié, je n'ai aucun intérêt financier, mais 29 €, vraiment, c'est exceptionnel, avec des documents iconographiques, de couleurs, c'est formidable. Lisez, c'est très didactique, c'est très très bien fait. Pour le Berry, vous connaissez la famille Gandillon. Donc dans la famille Gandillon, Alfred, c'est le directeur des archives. Son fils était aussi chartiste, René. Il a publié un inventaire des sceaux qui a le mérite d'exister. Et il a vu des sceaux, c'est sa thèse des chartes, et ça a été publié en 1933. Les archives du Cher aussi ont un atelier de restauration. Et puis il y a des cotes comme dans l'Aube où ils isolent les chartes scellées et, pour éviter que la manipulation les abîme. Laurent Ablot dirige aussi un groupe de recherche Sigilla qui est en ligne, vous pouvez utiliser. Vous tapez par mots-clés et ça vous donne... son ambition est de publier toutes les empreintes de sceaux des origines à la Révolution dans l'espace français, mais je suis sûr qu'il va annexer la Suisse, l'Allemagne, la Belgique. Et donc vous avez des notices. Alors dans 30 ans, ça sera terminé, mais c'est assez fabuleux. Et vous avez, à chaque empreinte connue dans n'importe quel dépôt, il les publie parce que les empreintes étant abîmées, après on peut les superposer, voir leur durée d'utilisation. Et on peut faire des comparaisons entre tous les sceaux d'écolâtre entre 1200 et 1300. C'est fabuleux. Quand vous voyez ces trois sceaux, il me reste 8 minutes. Quand vous voyez ces trois sceaux, si jamais vous n'avez jamais ouvert... alors restez jusqu'au bout, parce que je dirais du mal de Wikipédia. Lorsque vous voyez ces trois sceaux, vous vous dites ce sont des sceaux d'évêques. Eh bien non. À gauche, vous avez le sceau de Saint-Germain. Le Saint-Germain, évêque de Paris, c'est le sceau de l'évêque Saint-Germain de Paris, pas celui d'Auxerre. Il est le patron des bénédictins de Saint-Germain-des-Prés, donc c'est le sceau de l'abbaye. L'abbé n'a pas de sceau de fonction, ni à son nom, ni de manière anonyme. Et les moines ont encore moins de sceaux à eux. Au milieu, vous avez un abbé de Cluny. Au milieu du XIIIe siècle, ils ont eu le droit de porter la mitre. Donc ce sont des abbés mitrés. Ils l'avaient reçu avant d'Urbain II, mais que pour quelques fêtes, à quelques occasions. Là, ils l'ont reçu pleinement. Donc, en plus, on ne peut pas lire la légende. Donc, si on voit ça de loin, la légende est fondamentale pour savoir à qui on a affaire. Alors, on peut recroiser cette empreinte avec d'autres empreintes connues, et on sait que c'est un abbé de Cluny. Et puis à droite, il s'agissait, on voyait un peu le nimbe, si vous voyez, derrière sa tête. Donc, c'est un saint. On ne sait pas s'il est mitré ou si c'est un saint abbé ou saint évêque. En tout cas, écoutez, c'est le sceau du chapitre Saint-Austrier du château de Bourges, de la collégiale. C'est le sceau de la communauté. Et on possède un moulage qui a été probablement surmoulé parce que la légende est beaucoup trop propre pour être belle. Donc Saint Austrezigile, l'évêque de Bourges du 7e siècle, qui a donné son nom et où ses principales reliques abritent. Et vous noterez que dans la légende de la collégiale, sceau du bienheureux Austrezigile, patriarche de Bourges. Donc ça nous donnerait... Et c'est l'une des rares matrices médiévales à posséder sa date dans le champ. Donc on peut même donner un terminus... Alors, on ne connaît rien des orfèvres en général, mais c'est une indication très précieuse que ce sceau peut courir jusqu'en plein 15e siècle. On ne les renouvelle pas tout le temps, sauf quand ils ont été perdus. Alors, des fois, un médiéviste est obligé de tenir compte de tous des siècles d'érudition entre lui et ses sources. Alors, des fois, vous tombez sur des manuels qui vous représentent à gauche là, un abbé cistercien du XIIIe siècle, un sceau d'abbé anonyme, c'est-à-dire un sceau de fonction. On croit qu'il porte même une fourrure plutôt qu'une aube ou une coule. Et il est barbu. Alors, plutôt non. Saint Bernard, le port de la barbe chez les abbés cisterciens au XIIIe siècle. Et puis, il a un genre de chapeau, on ne sait pas très bien. Or, les premiers habits mitrés cisterciens pour la chrétienté, c'est uniquement pendant le grand schisme. Et à droite, vous remarquerez que le dessinateur a même dessiné un abbé cistercien avec un rabat en plein XIIIe siècle. Vous allez à Sauvigny, vous voyez, à droite, Mailleul et Odilon, c'est avant Urbain II, ils n'ont jamais porté la mitre, mais peu importe. Au XIIIe siècle, si on voulait représenter des saints abbés, il fallait nécessairement leur mettre une mitre. Un abbé non mitré de Cluny, c'était impensable.
Et regardez cette armoire aussi à reliques de Souvigny. On a le nimbe, on a aussi une très belle mitre. Saint Bernard de Clairvaux n'a jamais porté la mitre. Il était même contre l'usage des pontificalia pour tous les abbés de la terre qui commençaient déjà à recevoir ce privilège. En fait, il visait les bénédictins et notamment l'abbé de Cluny. Et en revanche, sur ce très bel objet, naturellement, au XVIIe siècle, Saint Bernard nécessairement, il a dû porter la mitre. Et puis, vous voyez d'autres gravures d'ouvrages qui représentent toujours même Saint Benoît mitré. Saint Benoît n'a jamais porté la mitre. Alors, ce n'est pas grave. C'est une couche historiographique qui a un intérêt en soi. Je vous montre rapidement quelques sceaux de chanoine. Celui de gauche, là, sa légende, Sigillum Benedicti, on arrive à reconstituer les légendes. Hein. Si ça se termine par Ni et ça commence par Bituricensis, il n'y a pas 36, c'est le doyen. On le connaît par les chartes, donc on peut croiser. Vous noterez que pour représenter un chanoine au XIIIe siècle, on ne met pas domus, et ni sur les vitraux. C'est vraiment à l'extrême fin du XIIIe siècle. Qu'est-ce qu'un chanoine? On ne peut pas le représenter, le chanoine, alors pas plus au XIe siècle non plus. Hein. Et toute cette typologie est assez vaine, en dépit des tentatives chez certains sigillographes. Si vous prenez le sceau qui est au milieu, c'est le sceau de Barthélemy, doyen du chapitre de Chartres. Vous remarquez qu'il est représenté debout en dalmatique, pas en aube ni en chasuble, bon, peu importe. S'il a le manipule, ça veut dire qu'il est au moins sous-diacre. Et il est représenté en sous-diacre ou en diacre tenant un livre, tandis que le doyen de Bourges, il a voulu être représenté en quelqu'un qui étudie. Ce n'est pas un livre d'office, il est à son étude. Et vous remarquerez que c'est la copie conforme du sceau de droite, parce qu'il y avait des modèles qui circulaient, et peut-être l'a-t-il commandé à Paris. Enfin, il n'est pas dit qu'à Bourges ou à Auxerre, à Nevers, il y a des spécialistes de l'orfèvrerie qui soient capables de faire ces matrices. Donc vous avez le sceau du chancelier de Paris, Pierre de Poitiers, qui lui, c'est normal, il s'occupe des écoles à Paris, a voulu être représenté en train d'étudier sur sa chaire. Parfois, dans les ventes, vous avez des signets, c'est-à-dire pas un sceau, c'est pour la correspondance intime ou pour apposer, pour cacheter des lettres. Donc ce signet est passé en vente récemment. Vous voyez la légende, SP de Forgis Cannes Bitre. Ça pourrait être chanoine de Béziers. C'est un chanoine de Bourges, un chantre de Bourges, pardon, cantor. Alors, il faut se méfier dans les matrices, mais en France, Ambrevillain, qui est maître de conférence à Nantes, je crois qu'ils sont 2 ou 3 qui sont capables de distinguer les vraies des fausses matrices. Il y en a plein les musées, il y en a plein les hôtels de vente. Au XIXe siècle, les antiquaires en ont fabriqué des faux de gens célèbres pour les faire acheter. Et il est très difficile de savoir, par les modes d'emprise, si c'est un vrai ou un faux. Alors, moi, dans les lettres pontificales, je suis allé voir si on le trouvait. Alors, on le voit expectant au chapitre d'Auxerre, et puis après, je le vois official de Sens. Recommandé, une expectative de Bourges par Guillaume de Brosse, par parenthèse, quand il était à Sens. Et alors, Sens, je suis allé voir Vincent Tabac, son volume de Sens, et qu'il le connaît. Et il le connaît aussi comme official de l'archevêque. Alors, on n'a pas la piste de Bourges, il n'y a pas d'archives pour l'instant à Bourges. Donc nous verrons sans doute un jour si cela existe. Ici, vous avez ceux qui connaissent bien la cathédrale, vous reconnaissez la chapelle Trousseau, donc Pierre Trousseau. Et là, il est représenté en chanoine à genoux et il offre sa chapelle. Il a financé cette chapelle alors qu'il était archidiacre de Bourges et archidiacre de Paris. Il avait été autorisé à cumuler. Après, conseiller du duc de Berry, il deviendra évêque de Poitiers, archevêque de Reims. Mais même il meurt à Paris en 1413 et il a voulu se faire enterrer dans la chapelle qu'il avait fondée alors qu'il n'était que archidiacre. On voit ses parents à droite et sur la clé de voûte les armes parlantes des trousseaux. Et sur son sceau qui est à droite, qui est magnifique, on voit ses armes personnelles. La légende, c'est Pierre Trousseau, archidiacre de Paris. Lui, il cumulait au moins une dizaine de bénéfices, dont archidiacre de Bourges. Il y a beaucoup de chartes dans les archives départementales sur lesquelles on voit Pierre Trousseau, archidiacre de Bourges, chanoine de la Sainte-Chapelle du Palais ducal. Mais néanmoins, quand on regarde la légende, c'est un chanoine de Paris. Et par conséquent, si on fait un corpus de chanoines de Bourges, il faut l'exclure, même si la titulature l'indiquait appartenir au chapitre de Bourges. Ce sceau ne peut appartenir qu'à un corpus de chanoines parisiens. Je passe un peu aux archevêques. Henri de Sully, cistercien. Vous noterez que dans la légende, le mot archevêque part souvent au profit de patriarche.
Il a été même cardinal. On ne représente pas, on ne change pas de sceau quand on devient cardinal et il reste en fonction. Vous noterez que le contre-sceau, il utilise la titulature de la cathédrale, le bienheureux Étienne. On le voit avec un ange, avec une palme de martyr. Guillaume du Donjon, que vous voyez là, son contre-sceau rappelle qu'il a été moine, et de toute manière, un moine qui devient archevêque, il reste moine jusqu'à la fin de ses jours, même en portant le froc cistercien à cette époque-là. Et donc la coule, il la portait. Et là, c'est un rappel de son appartenance à l'ordre. Simon de Sully, avant d'être archevêque, avant d'être archevêque consacré, un archevêque est nécessairement electus, élu, c'est-à-dire pas encore consacré. Des fois, ça peut durer 30 ans. Hein. On a eu un archevêque de Lyon au XIIIe siècle. Pendant 30 ans, il n'a jamais été consacré. Puis après, il a quitté la cléricature pour se faire comte de Savoie. Et à gauche, vous voyez un sceau de Simon, Bituricensis, electi. Et donc, il ne peut pas porter la mitre ni la crosse, ni dans sa cathédrale, et non plus sur son sceau. Donc, il est représenté comme un prêtre en chasuble tenant un livre. À droite, vous le voyez, son sceau de patriarche. Et il a un contre-sceau qui a agrandi à peu près à gauche. Là, il a gardé le même contre-sceau quand il était élu et consacré. Et c'est un prêtre qui dit sa messe devant le calice. Alors, je voulais dire du mal de Wikipédia parce que Fulbert de Chartres est bien évidemment saint dès le XIe siècle, pas parce que Wikipédia dit quelque chose que c'est vrai. Et je prends Simon de Sully, vous voyez, ils mettent des sceaux. Les chapeaux de cardinaux, Simon de Sully est mort en 1232. Les chapeaux de cardinaux ont été inventés au concile de Lyon I en 1245, donc il n'a jamais porté de chapeau. Et cette façon de faire appartient au XIXe siècle. Et par ailleurs, jamais un évêque à cette époque-là ne porte les armoiries personnelles. Donc j'aime beaucoup les armoiries par ordinateur, mais c'est un faux évident. Et puis pour Fabrice Deslivrés, je lis Wikipédia, il a été archichapelain du roi, donc je ne sais pas ce que ça veut dire à cette époque. Et regardez au-dessus, il a été nommé par le pape Honoré III, confirmé le primauté de la province de Bourgogne. Donc il y a des archives qui nous échappent encore. Si vous vouliez voir à quoi ressemblaient des sceaux de cardinaux à cette époque-là, même après avoir reçu le chapeau, regardez, ce sont des sceaux de cardinaux, le célèbre Jacques de Vitry. Alors 1245, on est avant les premiers chapeaux. En fait, ils sont représentés comme des évêques, avec le titre cardinaliste de Tusculum. Mais même en plein XIVe siècle, Étienne Aubert, vous regardez ses écus personnels, c'est un futur pape, on ne timbre pas l'écu du chapeau. Et à ma connaissance, mais dans 20 ans, je corrigerai ce que j'ai dit, le premier cardinal français qui a utilisé un sceau avec la trace d'un chapeau, c'est Étienne de Paris. Sur son contre-sceau, on voit en tout petit le chapeau en timbre de l'écu. Et puis, sur une empreinte, il faut attendre seulement le grand schisme, Guy de Malsec, où on voit un chapeau, mais certainement pas les rangs de houppe, les fiocchi qu'on voit pendre encore sur les voûtes de la cathédrale. Si vous voulez les voir, j'en montre encore 2 diapositives. Si vous voulez les voir, des vraies lignes de fiocchi, des glands, des houppes, il faut arriver à la fin du XVe siècle sous l'influence des artistes italiens, où là, on voit des vrais rangs de houppes dignes de Wikipédia. L'emblématique n'apparaît que timidement au début du XIVe siècle. Alors Jean de Sully, dans le champ de son sceau, celui qui est à droite, on voit quand même des lions et des molettes. Je ne sais pas si vous voyez assez bien. Il était impensable qu'ils mettent un écu parce que l'héraldique, ça se blasonne en langue française et c'est vraiment très connoté militaire. Donc il y a très peu de sièges qui ont des armes de siège. Bourges n'en a pas. Les plus vieilles armes épiscopales, c'est Langres en 1209, mais tous les sièges épiscopaux n'auront pas d'armoirie personnelle. Et là, on voit les armes de Sully. Il a emprunté le lion et il l'a mis dans le champ, mais il ne pouvait pas en faire davantage à l'époque. J'avance pour vous montrer ceci. Vous voyez, le premier écu, là on voit un vrai écu, c'est Foucault de Rochechouart, dont j'ai déjà parlé, mais pour l'instant, je n'ai pas d'empreinte en tant qu'archevêque de Bourges. Là, c'est seulement juste avant, en tant qu'évêque de Noyon, où on voit le facet ondé des Rochechouart. Mon Guillaume de Brosse, on voit une empreinte à droite. Normalement, il doit avoir un lambel. Donc, le moulage est certainement imparfait. Un lambel, c'est une brisure, comme vous le voyez à gauche. C'est la branche cadette. Il n'avait pas le droit de porter les armes pleines. Alors, encore Wikipédia. Vous voyez, là, ce qui est au milieu, un chapeau vert, une croix à double traverse. Enfin bon, voilà, sans commentaire.
Et je termine avec le culte de Saint-Étienne. En fait, Saint-Guillaume n'apparaît pas dans l'héraldique des clercs que je connais à Bourges, ni même les évêques. C'est vraiment Saint-Étienne qui prime. Et là, on voit le sceau du chapitre et du doyen, la lapidation de Saint-Étienne. Guillaume Boisratier, né à Bourges, dernier chancelier du duc de Berry. Là, c'est un petit sceau, un sceau personnel. On voit Saint-Étienne en martyr et non plus lapidé. Et au milieu, lui, il a dû créer des armoiries parce que ses parents n'avaient pas d'armoirie. Et alors, pour une fois, j'ai utilisé Wikipédia en haut à droite pour que vous voyez les couleurs, les émaux. Et en fait, il a copié le sceau du duc de Berry, dont il était le dernier chancelier, et à la place des lys, il a mis des croix. Mais on voit la même bordure en grêlé. Et c'est lui qui lira le testament du duc de Berry devant sa tombe et qui l'enterrera après à la Sainte-Chapelle, mais après un office à la cathédrale. Et c'est terminé. La sacristie du chanoine Quessard, vous voyez, en bas à gauche. Alors à droite, c'est le sceau de Jean Coeur, archevêque, fils du célèbre argentier. C'est assez original. Moi, je ne vois pas trop en France, cet objet, c'est par un dessin. Mais vous voyez un mort, un squelette. La matrice est datée, 1450. Dans la sacristie de la cathédrale, vous avez cet écu. Alors, c'est son oncle, parce qu'il est timbré, non pas d'une croix à simple traverse, ça c'est pour l'archevêque, mais il est timbré d'une crosse, parce qu'il n'était que évêque. Donc, la crosse ou la croix à simple traverse vous permet de savoir quel est le statut du sigilant. Voilà, je vous remercie.